Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast France Invest. Aujourd'hui, nous allons nous demander ensemble quel est le rôle de l'operating partner dans la création de valeur de l'entreprise. Longtemps resté dans l'ombre des équipes d'investissement, l'operating partner s'impose aujourd'hui comme une figure clé du private equity. Venu des États-Unis, cette fonction monte en puissance en Europe à mesure que la création de valeur ne repose plus seulement sur l'ingénierie financière, mais de plus en plus sur la transformation opérationnelle des entreprises. Sparring partner du dirigeant, l'operating partner accompagne les participations dans leurs grands chantiers, croissance, structuration, reporting, digital, IA, intelligence artificielle bien sûr, cybersécurité ou encore préparation du prochain cycle. Mais jusqu'où va son rôle et comment trouve-t-il sa place sans se substituer au management? Nous en parlons avec Guillaume Bon. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le podcast France Invest. Tu es coprésident du club des operating partners de France Invest et managing director chez Five Arrows en charge du sujet operating partner. Et à tes côtés, on a le plaisir d'accueillir également Clément Marty. Bonjour Clément. Bonjour. Tu es coprésident aussi donc, du club des operating partners de France Invest et managing director chez Ardian. Et vous êtes tous les deux operating partners au quotidien, Clément. Tout à fait, c'est notre rôle matin, midi et soir. Avec, je crois, une petite équipe chacun. Nous, on est 4 internes et 3 externes. Mais moi, la grosse majorité de mon temps, elle est quand même à passer avec les dirigeants des entreprises du portefeuille pour les aider sur leur sujet opérationnel. Ok, donc le rôle de l'operating partner, c'est d'être au quotidien en contact avec les dirigeants d'entreprise, si je comprends bien, et les accompagner dans leur sujet opérationnel. C'est dans le terme opérationnel que tout se joue. Et exactement. C'est comment organiser l'entreprise, comment transformer l'entreprise pour faire mieux ce qu'elle fait, pour éventuellement faire des choses nouvelles, servir des marchés nouveaux avec des services ou des produits nouveaux. Tout ça de façon plus efficace pour, à la fin, avoir une performance financière supérieure. Guillaume, comment est-ce que tu définirais l'operating partner? Parce que là, on parle d'une personne qui va travailler à la stratégie de l'entreprise aux côtés des dirigeants, mais qui vient du fonds d'investissement qui est au capital de l'entreprise. Quel est le rôle de l'operating partner? Oui, exactement, Nicolas. Du coup, c'est souvent un ancien opérationnel donc, qui peut être issu d'une direction d'entreprise ou de fonctions importantes dans une entreprise, qui vient vraiment travailler et accompagner nos participations dans leurs priorités du quotidien. D'accord. Et donc j'insiste sur le fait que d'ailleurs que c'est pas un consultant externe, c'est pas quelqu'un qui vient représenter le fonds pour surveiller les participations, c'est vraiment quelqu'un qui vient accompagner nos dirigeants dans la transformation des entreprises. C'est donc quelqu'un qui vient pas du monde financier, si je comprends bien, qui vient du monde de l'entreprise pour accompagner ensuite les participations d'un fonds d'investissement, c'est ça? Absolument, absolument. C'est effectivement quelqu'un qui est vraiment issu de l'opérationnel. Et je pense que cette question de la financiarisation, en fait, ça répond aussi à un peu une logique du moment. Historiquement, la création de valeur a été beaucoup portée autour de 3 leviers qui étaient le fait de bien acheter, Là, on parle de la création de valeur des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement, pardon, absolument. Et de savoir vendre au bon moment, au bon prix. On voit que ces leviers arrivent un peu à l'essoufflement en ce moment, dans un univers où il y a des taux qui sont relativement élevés, où il y a une concurrence accrue sur les process. Et en fait, ce qui compte maintenant vraiment pour la création de valeur, c'est effectivement ce qu'on fait avec les entreprises durant la période de détention. Et c'est dans ce contexte-là que l'operating partner s'inscrit. Ça veut dire, Clément, que si on veut créer de la valeur aujourd'hui, quand un fonds d'investissement investit dans une entreprise, il faut l'accompagner aussi sur son développement, sur sa transformation, et ça passe par ce rôle d'operating partner, si je comprends bien. Tout à fait. Et donc tous les drivers que Guillaume a mentionnés sont justes. Et je pense qu'en plus de ça, il y a, j'ai envie de dire, le bon sens qui fait que l'operating partner, à mon avis, a une fonction naturelle, ou qui devrait être naturelle dans les fonds d'investissement, parce que finalement, par construction, un fonds a plusieurs participations qui, généralement, ne sont pas concurrentes. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il y a à la fois des grosses opportunités de mise en commun, de partage d'expérience, et aussi des opportunités de, quelque part, mutualisation des coûts. C'est-à-dire que les équipes d'accompagnement opérationnel des fonds, elles ne travaillent pas pour une participation, elles sont pour toutes les participations. Donc, ça veut dire quelque part qu'à travers le fonds, les participations peuvent s'offrir du support quelque part à temps partagé
pour les aider sur leur stratégie et sur l'exécution de cette On stratégie. va créer des synergies quelque part entre les différentes participations et on va être le point de contact des expertises qui peuvent exister dans les différentes entreprises. C'est un des rôles. D'accord. C'est un des leviers qu'on utilise pour créer de la valeur dans les participations. Mais le premier levier, c'est quand même d'avoir soi-même de l'expertise pour accompagner l'entreprise sur son marché. Comment est-ce qu'on fait peut-être, Guillaume, pour accompagner des participations qui sont peut-être dans des secteurs différents, à des niveaux de maturité différents, avec des stratégies d'entreprise différentes? Comment est-ce qu'on arrive à apporter de la valeur à ces entreprises? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a typiquement des expertises ou des chantiers qu'on retrouve de manière finalement assez régulière sur l'ensemble des participations sur lesquelles on va être. Typiquement, quand on va intervenir de manière très concrète, on va travailler beaucoup sur des sujets de reporting pour commencer. D'accord. Une capacité à piloter l'entreprise et à lire les données qui sont du coup qui viennent de l'entreprise. Parce que ça, le reporting, c'est peut-être quelque chose qui était moins fait avant qu'un fonds entre au capital et qui devient une expertise supplémentaire à mettre en place, Ouais, c'est ça? Absolument. En général, c'est une des zones, on va dire, un peu plus faibles des PME-ETI avec lesquelles on peut travailler. Du coup, l'objectif est vraiment en fait d'avoir les données qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc typiquement, on va travailler sur des chantiers concrets pour répondre à votre question, que sont le reporting, ça peut être également l'organisation. Oui. Du coup, on va dire professionnaliser l'organisation, s'assurer qu'on a les bonnes personnes et les bons rôles dans l'entreprise qu'on a pour la prochaine phase de croissance ou de transformation de l'entreprise. Donc il y a un mélange effectivement de s'appuyer sur des expertises qui sont à peu près communes finalement à toutes les entreprises. Et je dirais une capacité d'apprentissage et d'écoute pour comprendre le contexte et les contraintes particulières à l'entreprise et être pertinent dans ce contexte-là. Reporting, on parle d'équipe, ça veut dire qu'on parle de RH, donc ça veut dire qu'il faut être un dirigeant d'entreprise en plus du dirigeant d'entreprise qui sont en place, c'est ça peut-être Clément? Alors, je ne sais pas si on est à côté du dirigeant d'entreprise. Ça reste le dirigeant qui dirige et qui à la fin prend les décisions. Peut-être que c'est intéressant de faire un petit point sur le profil ou les types de profils qu'on trouve dans les rôles d'operating partner. Oui. Je pense qu'il y a 3 types alors qui ne sont pas forcément exclusifs l'un des autres parce qu'on est nombreux à cocher plusieurs cases. Il y a des anciens consultants. Donc le conseil, c'est typiquement une école d'organisation, de méthode, de rigueur. Il y a des anciens opérationnels dans des plus ou moins grosses structures. Et il y a des anciens dirigeants qui ont été patrons d'entreprise. Et généralement, l'operating partner, il coche au moins 2 de ces 3 cases-là. Et qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que une des façons, et tu posais la question de savoir comment est-ce qu'on peut aider des dirigeants qui sont dans des secteurs différents, qui ont des problématiques différentes. Je veux dire, l'operating partner, il a des références. Pas toujours des références idéales, mais enfin, il a vu des choses dans sa vie professionnelle précédente. Il a vu des choses. 2, dans sa vie professionnelle actuelle, il voit un certain nombre de participations, donc ça lui permet, j'ai envie de dire, d'enrichir sa base d'expérience, sa base de compétences. Deuxième chose, l'operating partner, je trouve qu'il a, et moi j'ai été consultant il y a longtemps, une grosse supériorité par rapport aux consultants. Et je pense une des sources importantes d'aide, c'est qu'on on peut être direct. Moi, comme operating partner, j'ai rien à vendre. Oui, il n'y a pas cette relation de je veux garder mon client, d'accord. Oui. Donc, j'ai pas besoin, pour leur faire plaisir, de leur dire qu'ils sont super. Et j'ai pas besoin non plus, j'ai envie de dire, comme parfois on a pu le faire dans le conseil, de chercher des problèmes pour espérer apporter la solution et vendre la mission suivante. Moi, j'ai rien à vendre. Donc, je peux dire à mes dirigeants, voilà ce que je pense que vous faites bien, voilà ce que je pense que vous pourriez améliorer. Et c'est pas si commun dans la vie d'un dirigeant d'avoir quelqu'un qui lui parle honnêtement de la façon dont son entreprise fonctionne. Alors, ça soulève un sujet, mais c'est comment est-ce qu'on dit à un dirigeant qui fait peut-être pas forcément exactement comme il faut et comment est-ce qu'il l'entend. Mais juste avant, Guillaume, est-ce que tu te reconnais dans la définition que nous donne Clément un petit peu de la relation qu'on a avec le dirigeant quand on est operating partner? Non, absolument. Je pense qu'effectivement, il y a une relation qui est, de mon sens, très bien alignée dans les intérêts. Et donc, du coup, effectivement, on a un intérêt collectif à viser le meilleur pour l'entreprise avec laquelle on travaille. Et donc ce côté de direct et de confiance, et peut-être qu'on pourrait en reparler, je me retrouve pleinement dans cette définition-là. Oui.
Comment est-ce qu'ils vous voient, les dirigeants, quand ils font entrer un fonds au capital et qu'on leur dit maintenant vous allez travailler avec cet operating partner qui est un ancien dirigeant, un ancien consultant, un ancien opérationnel qui va certes vous conseiller, mais le dirigeant il peut aussi l'entendre en disant qu'il va vous dire quoi faire demain dans l'entreprise. Absolument, absolument. Je pense que déjà historiquement les dirigeants des TPE et PMI avec lesquels on travaille ont souvent construit leur entreprise en étant assez seuls. Donc ils peuvent vivre l'arrivée d'un fonds avec operating partner d'ailleurs ou pas, comme une forme de mise sous tutelle ou de mise sous contrôle. Donc ça c'est clairement un point je pense qui est important pour nous quand on construit la relation avec eux d'avoir en tête. Et donc du coup une des clés pour moi de réussite dans notre rôle, c'est à la fois cette capacité d'écoute que j'évoquais précédemment et le fait d'être en capacité de construire une relation de confiance, d'expliquer que finalement nos intérêts sont bien alignés et qu'on est vraiment là pour l'aider. Et ça marche ? Ça s'entend assez facilement du côté du dirigeant ou il y a parfois un petit temps pour s'acclimater, apprendre à travailler ensemble ? Chaque relation humaine est toujours un petit peu unique. Globalement, moi, dans mon expérience, et je laisserai Clément commenter aussi, ça marche dans la plupart des cas. Il y a des cas où, effectivement, parfois, on va dire, la greffe ou le travail, la collaboration avec un operating partner ne fonctionne pas. Ça peut être une question de style, de profil, d'expertise, de moment, parfois aussi pour le dirigeant. Et dans ce cas-là, on ajuste, on réfléchit à quel est le meilleur dispositif d'accompagnement pour le dirigeant. On ne reste pas figé. Mais globalement, si je regarde l'expérience que j'ai eue, c'est la plupart des dirigeants sont preneurs d'aide. Clément, tu constates tout à fait. aussi Globalement, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de souvenir de situations qui se passent franchement mal. Après, les dirigeants, ils sont sensibles à des je sais pas comment dire, à des styles et à des apports différents. Il y a clairement des dirigeants qui cherchent un soutien technique, avec qui il faut prouver et apporter de l'aide, en clair montrer de la profondeur sur certains sujets. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles à l'aspect humain, où ils ont envie de vérifier qu'ils peuvent avoir confiance en vous, que vous êtes quelqu'un avec de la profondeur, sympa, avec qui ils ont envie de travailler, plutôt que de savoir si précisément sur ce sujet sur lequel vous travaillez ensemble, vous êtes un super expert ou pas. Et ils acceptent assez facilement l'idée qu'il y a un conseil extérieur qui vient sur la stratégie de l'entreprise. Oui. Surtout que c'est pas... tout à l'heure, tu as dit, est-ce qu'ils acceptent d'avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire ? Moi, je ne pense pas que le rôle d'operating partner, ce soit de dire aux dirigeants, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. En revanche, oui, pour être un bon operating partner, il faut des convictions. Donc je pense que il y a une question de posture, et de dire, c'est pas tu dois faire ça, mais c'est, écoute, franchement, pour telle et telle raison, voilà ce que je vois, et voilà comment est-ce que je pense que tu pourrais faire. Qu'est-ce que ça te dit ? Et c'est dans ce dialogue que à la fois qu'on trouve précisément la bonne solution pour la participation, et aussi qu'on emmène la conviction du dirigeant. Guillaume, Clément tout à l'heure nous disait parfois il faut être direct, ou en tout cas on peut avoir cette relation directe, tu l'as dit aussi, est-ce que ça veut dire qu'on peut dire, affirmer que selon sa propre expérience, la stratégie mise en place n'est peut-être pas forcément la plus optimale, et comment est-ce qu'on amène ça vis-à-vis du dirigeant ? Moi, je pense que ça fait partie absolument du rôle de l'operating partner, de lui dire aussi les choses qu'il n'a pas nécessairement envie d'entendre. D'accord. Et la plupart du coup des dirigeants finalement sont assez ouverts à l'idée d'avoir on va dire une palette d'opinions et d'entendre du coup des choses un peu différentes de ce que le reste de l'organisation peut leur dire. Donc ça fait absolument partie de notre rôle. Est-ce que c'est des discussions faciles tous les jours ? Non, pas nécessairement. Et donc c'est là où pour moi l'aspect de confiance quelque part vient un peu permettre ces discussions un peu plus compliquées. Et je pense que si on le fait pas, quelque part on ne remplit pas notre rôle. Ouais. Un mot peut-être du moment dans lequel vous intervenez dans la relation, parce qu'effectivement il y a des styles différents, vous l'avez dit, il y a peut-être des attentes différentes en fonction des dirigeants. Comment ça se passe ? C'est d'abord le fonds d'investissement qui investit dans l'entreprise, et ensuite on sélectionne l'operating partner qui va le mieux correspondre aux dirigeants, ou est-ce que vous êtes là dès le début de la relation, dès le début même presque de la décision d'investissement, Guillaume, et ensuite Clément ? Oui, alors dans le modèle qu'on porte, on est là dès le début. On est vraiment là dès le début, et c'est vrai qu'on va réfléchir à quelle est la bonne personne, souvent par rapport au secteur ou on va dire au thème clé de la création de valeur qu'on anticipe pour l'entreprise.
Mais clairement, pour moi, c'est extrêmement important d'être là dès le début, notamment dans les phases de due diligence, en fait, pré-closing. Aussi parce que c'est un moment où, pour le dirigeant, c'est un peu là que se joue la bataille. Et donc, c'est ce moment-là où, pour moi, viennent vraiment se cristalliser les relations avec le fonds. Donc, avec les équipes d'investissement d'une part, mais également avec les operating partners. Si vous arrivez post-closing, quelque part, ce moment un peu de tension, de choix qui a été extrêmement important pour les dirigeants, il est passé. D'accord. Et sauf que le choix se fait aussi sur l'operating partner, c'est ça ? Absolument. Et en fait, le choix du coup du fonds, et qui est un choix qui est important pour le dirigeant, si vous avez le bon operating partner, qui est du coup celui qui va être en capacité d'expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on va accompagner les dirigeants dans la prochaine phase, en fait, c'est clairement un critère de choix qui peut être important pour le dirigeant. D'accord, donc il n'y a pas que des aspects financiers, il y a cet aspect relationnel et cet aspect conseil, apport, accompagnement, donc qui est symbolisé par l'operating partner qui entre en compte dans le choix, Clément. Oui, tout à fait. Nous on a fait le chemin, j'ai envie de dire, les operating partners sont petit à petit, on remonté le courant. Oui. Au début, quand on a créé l'équipe, on intervenait dans le portefeuille, ce qui était la fiche de poste. Puis, on a commencé à intervenir sur les due diligence, mais j'ai envie de dire en conseil de l'équipe d'investissement, pas forcément en front line avec le management. Et maintenant, je pense que dans 95% des cas, on rencontre l'équipe de management dans le cadre de la due deal. Et j'ai envie de dire, on continue à remonter. Maintenant, moi, il m'arrive d'être invité à des coffee meetings ou à des discussions exploratoires avec des équipes de management. Très tôt dans le processus. Très tôt dans le processus. Et ça avec deux avantages. Pour l'équipe, pour l'équipe d'investissement, le fait d'avoir un œil un peu différent. Moi, mon angle, il est beaucoup moins. J'ai envie de dire, mon regard est moins affûté sur les sujets financiers et sans doute un peu plus affûté sur les sujets d'excellence opérationnelle des dossiers qu'on regarde. Ça c'est, je veux dire, la valeur ajoutée immédiate à la deal team, de dire bah tiens, moi j'ai vu ça, vous l'avez pas forcément vu, mais moi je trouve ça vachement bien. Ou alors attention, là il y a quelque chose, il y a des trucs qui ont été dits, ou il y a quelques chiffres qui ont été sortis qui sont étonnants et qui sentent pas si bons que ça. Donc ça c'est l'aide pour la deal team. Et il y a aussi je pense, dans l'explication à l'équipe de management de ce que le fonds est et de à quoi est-ce qu'on peut servir, plutôt que de parler en théorie et dire attendez, moi j'ai des gens super pour vous aider, je vous en apporte un, regardez, et puis vous voyez que... vous voyez s'il y a un fit ou pas, exactement. Effectivement, si vous vous entendez bien et si vous êtes aligné sur une vision stratégique, par exemple. Tout à fait. Et vous voyez qu'il y a aussi une diversité et que on a des financiers qui vont être très bons pour vous aider dans la structuration de votre dette, pour vous aider dans les build-up, dans le M&A, mais on a aussi des opérationnels qui vont vous aider sur d'autres sujets. Et d'un point de vue un peu commercial, entre guillemets, c'est vrai que c'est souvent aussi plus facile pour un dirigeant de se projeter ou de s'identifier à quelqu'un qui a eu ce rôle ou un rôle similaire dans le passé que par un investisseur entre guillemets plus financier. Avant de parler des grandes transformations que vous voyez l'un et l'autre à l'heure actuelle, j'imagine qu'on parlera d'intelligence artificielle, mais peut-être qu'on ne parlera pas que de ça. Un mot quand même, Guillaume, tu nous en as rapidement parlé au début, mais c'est un rôle qui vient des États-Unis au départ, ça n'existait pas en France. Clément nous l'a dit, vous avez remonté le courant progressivement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, autant de fonds de private equity font appel à des operating partners ou intègrent des operating partners, et est-ce que c'est généralisé en France aujourd'hui ? On est dans un mouvement de généralisation, clairement. Et si tu me demandes mon avis, je pense que clairement c'est en train de devenir une forme de prérequis sur le marché. Ça permet, par rapport à ce qu'on échangeait plus précédemment, vraiment d'avoir un accompagnement sur toute la détention, tout ce qui se passe durant la détention de l'entreprise, et ça permet de répondre durant les process de transaction aux questions précises des dirigeants sur la valeur ajoutée du fonds. Donc clairement, c'est un mouvement qui est en cours. Si je regarde d'ailleurs juste au périmètre, aux bornes du club de France Invest, on a commencé en étant moins d'une dizaine de personnes il y a 4-5 ans, et aujourd'hui on est plus d'une centaine. Et vous organisez un événement le 7 juillet, et là, pour le coup, vous avez 3 fois plus d'operating partners qui sont attendus, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on a, je pense, 3 fois plus de personnes qui sont attendues. Idéalement, l'intégralité de la communauté des operating partners, mais également des investisseurs, des LPs, des dirigeants d'entreprise et des partenaires, parce qu'on travaille effectivement aussi à tout un écosystème de partenaires pour nous aider dans les transformations des entreprises.
Clément, un mot, donc un événement qui s'organise, une communauté qui grossit au sein de France Invest, ça veut dire que ça se tend à se généraliser le métier de l'operating partner? Oui, je pense qu'il y a, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais la dernière fois qu'on avait regardé, il y a de plus en plus de fonds qui ont des operating partners et de plus en plus de fonds qui s'équipent d'operating partners. Donc ceux qui n'en ont pas s'équipent et ceux qui en ont en recrutent plus. Je veux croire que c'est parce que ça fonctionne et que ça commence à se voir que ça fonctionne. Et bien justement, vous accompagnez la stratégie des entreprises, vous accompagnez les transformations, notamment des entreprises. Est-ce que vous constatez des sujets particulièrement fréquents à l'heure actuelle dans les entreprises et les participations que vous accompagnez? Je vous vois acquiescer tous les deux. Est-ce que on va commencer avec Guillaume peut-être? Bien sûr, je pense que le sujet dont tout le monde parle en ce moment et auquel on n'échappe pas, c'est évidemment l'IA. Je pense que une des questions que nous posent nos participations, c'est quels sont les risques, quelles sont les opportunités liées à l'IA, comment est-ce que je l'utilise dans mon entreprise, par quel bout finalement j'attrape ce sujet dont tout le monde parle, et pour autant que les dirigeants ne savent pas forcément en fait concrètement utiliser directement. Est-ce que là on parle de dirigeants de TPE, PME, ETI qui voient la vague intelligence artificielle mais qui se disent comment est-ce que opérationnellement ça devient un sujet pour moi, c'est ça? Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il y a les questions qui se posent, c'est est-ce que l'IA va profondément changer la nature de mon business, de mon activité? Est-ce que j'ai un risque pour moi en tant qu'entreprise à utiliser ou à avoir un concurrent qui arrive et qui utilise l'IA de manière plus efficace que moi? Et ensuite, j'allais dire aussi dans un deuxième temps, qui est plutôt les aspects de productivité, qui sont comment est-ce que je peux retrouver quelque part de la marge financière en utilisant l'IA dans mes activités et mes processus. Ouais. Clément, c'est le même constat, c'est cette idée que d'un côté, c'est est-ce que ça peut changer mon business demain, et de l'autre, c'est comment est-ce que ça peut devenir un outil pour être encore plus productif. Ouais. Et je trouve que l'IA, c'est un très bon exemple de l'aide que les operating partners peuvent apporter à des dirigeants d'entreprise, parce que c'est nouveau. Moi, j'ai pas fait d'IA quand j'étais opérationnel, mais malgré ça, je vois que je peux aider mes participations. Je peux les aider parce que, on se pose la question de façon un peu systématique sur l'IA, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Et ça, on peut l'apporter, j'ai envie de dire, on le fait une fois et ensuite on peut l'apporter à toutes les participations. Deux, on organise du partage d'expérience entre participations. Trois, on a probablement plus de temps que nos dirigeants pour explorer, rencontrer l'écosystème, rencontrer les grosses boîtes de tech qui vont nous parler parce qu'on est un gros fonds et que on a pas mal de participations et qui n'auront pas forcément ces boîtes de tech le loisir et la bande passante pour aller parler avec chacune de nos participations. Donc on peut faire l'intermédiaire entre les gros acteurs et nos participations. Donc pour moi, c'est une bonne illustration de en quoi est-ce que l'operating partner est une ressource partagée pour l'ensemble du portefeuille. Mais alors, justement, vous qui avez le recul peut-être, parce que vous n'êtes pas dans l'opérationnel des entreprises au quotidien, vous avez le recul par rapport à ça, vous voyez ce qui se passe dans beaucoup de participations, vous renseignez vis-à-vis effectivement de grandes boîtes tech ou autres. Comment est-ce que les dirigeants d'entreprise doivent intégrer le sujet intelligence artificielle aujourd'hui? Ça évolue très vite, les sujets productivité, parfois c'est prouvé, parfois ça l'est moins. Les menaces, on n'arrive pas réellement à identifier si c'est un risque ou autre. Est-ce qu'on met quand même des choses en place? Est-ce qu'on attend? Et quelle est votre vision, vous, du sujet sur l'activité d'une TPE, PME, ETI industrielle, par exemple? Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, enfin, en tout cas, si on regarde l'année 2025, début 2026, je pense qu'il faut essayer. Je pense que c'est un prérequis. Maintenant, tout le monde s'y est mis. Il faut commencer à tester. Et il y a un effet un petit peu d'apprentissage en marchant. Et donc, du coup, là, c'est vrai qu'on demande à toutes nos entreprises dans notre portefeuille, nous, d'essayer et de commencer à marcher. D'accord. Quel que soit le secteur, quelle que soit la typologie, quel que soit le nombre d'employés, il faut essayer. D'accord. Je pense que c'est d'ailleurs un des sujets qui est pris transversalement au sens qui doit être vu dans toutes les entreprises de portefeuille de tous les fonds aujourd'hui. Et une fois qu'on a essayé, on s'arrête là ou on fait évoluer la stratégie en fonction? Non, du coup, je pense que comme le sujet continue d'évoluer, la maturité des modèles continue d'évoluer, en fait, on continue d'ajuster ce qu'on est en capacité de faire. Maintenant, j'ai l'impression qu'on passe d'un changement de j'ai essayé, j'ai fait des pilotes et quelque part des essais qui ont généralement été réussis, qui ont pu réussir, à une logique qui commence à se généraliser,
où on essaie d'industrialiser en fait l'utilisation de l'IA au sein de tous les processus, toutes les fonctions des entreprises. Et donc c'est vrai que typiquement, on a beaucoup commencé avec des fonctions qui étaient un peu plus faciles, donc tout ce qui est autour du service client, des back-office ou l'analyse de données commerciales par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie d'étendre à le pilotage de la R&D, le pilotage de la fonction finance, en utilisant du coup de l'IA. Mais avant d'entendre Clément sur ce sujet, là, ce que tu me décris, pilotage de la fonction finance ou la R&D, c'est des transformations massives au sein des entreprises. C'est des changements même d'aborder le métier au quotidien. Et ça, les participations que tu accompagnes arrivent à impulser ces changements. Parce qu'on n'est pas juste sur l'intégration d'un nouvel outil, on est sur un changement d'organisation presque. Oui, on est sur un changement d'organisation, sur un changement de culture, sur des rythmes de travail qui sont vraiment en train de changer. Je donne un petit exemple, dans les équipes de R&D informatique, les développeurs passent d'un métier de production de code à un métier de management d'agents qui vont produire le code. Ouais. En fait, il y a même un changement de posture pour les équipes qui est extrêmement important. Donc clairement, on parle d'un changement qui est très significatif, qui implique un volet culturel très important. Et ceci dit, évidemment qu'il y a quelque part des différences de maturité entre les différentes entreprises. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de quelque part d'avancer sur cette trajectoire-là. Il y en a qui sont plus avancés, d'autres qui sont moins avancés, mais c'est une réalité pour tout le monde. Clément, le sujet intelligence artificielle, c'est un sujet quotidien. C'est un très gros sujet, effectivement, quotidien. Je pense qu'il n'y a pas de jour où, d'une façon ou d'une autre, on ne touche pas au sujet. Effectivement, une fois qu'on a commencé, goûté, testé, comme ce que disait Guillaume, ensuite se pose des questions très vite de travailler sa donnée. Parce que finalement, ceux qui vont profiter de l'IA, c'est sans doute en premier ceux qui ont une donnée propriétaire de qualité. Donc comment est-ce que je structure ma donnée, comment est-ce que je structure la gouvernance de ma donnée, comment est-ce que je m'assure que ma donnée est propre pour pouvoir ensuite appliquer de l'IA dessus. Et ça, pardon, c'est encore un sujet dans les TPE, PME, ETI françaises, parce qu'il y avait l'air, on parlait beaucoup de big data à un moment, on l'a donné, ça fait quand même plusieurs années qu'on dit qu'il faut l'intégrer dans sa stratégie, même si on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Là, c'est encore plus un sujet aujourd'hui. Ouais. Moi, je trouve que c'est un des bénéfices de l'IA, c'est que ça a remis sur le haut de la pile cette question de travail de fond qui n'est pas forcément très visible, qui n'est pas forcément très sexy, qui n'est pas forcément très facile de communiquer, qu'on va pas prendre la parole dans les journaux pour expliquer qu'on a mis en place une gouvernance de la donnée. Mais il faut le faire. Et l'IA a remonté ce sujet-là dans la liste de priorités. Et c'est une excellente chose. Quels que soient les secteurs, quelles que soient les typologies. D'accord. Après, c'est plus ou moins, effectivement, c'est plus ou moins crucial. Pour les gens qui sont dans le soft, c'est capital. Mais en fait, partout, il n'y a pas d'entreprise qui n'ait pas des données latentes. Elles ne sont pas forcément très propres, elles ne sont pas forcément centralisées. Mais toutes les entreprises ont des données. Et la question de se poser, c'est OK, quelles sont les données auxquelles j'ai accès ? Quelles sont les données auxquelles j'ai accès, moi, et qui sont impossibles ou difficiles d'accès pour mes concurrents, et comment est-ce que cette donnée peut m'être utile ou être utile à quelqu'un. Ça, c'est des questions fondamentales, et l'IA aide beaucoup là-dedans. Sans trahir de secret, bien sûr, que ce soit vous ou d'autres operating partners de la commission France Invest, est-ce que vous voyez des questionnements sur ce sujet intelligence artificielle là, il y a peut-être une remise en cause du business model de l'entreprise dans laquelle un fonds a des participations parce que l'intelligence artificielle constitue un risque. C'est un sujet sur lequel vous échangez avec d'autres operating partners, par exemple ? Oui. Tout à fait. Oui. La question de la défensabilité entre guillemets des entreprises dans notre portefeuille, je pense que c'est une question que tout le monde regarde en ce moment. Et donc effectivement, il y a des secteurs qui sont plus ou moins entre guillemets à risque. En général, si le travail de due diligence des fonds a été bien fait, on a plutôt des actifs qui sont assez défensifs. J'ai pas connaissance encore d'une entre guillemets faillite industrielle liée à l'IA dans l'univers du private equity français. En revanche, des entreprises qui sont fortement challengées, il y en a dans tous les secteurs, vraiment dans tous les secteurs, que ce soit et d'autres qui vont en bénéficier énormément, que ce soit dans la santé, dans l'éducation. Ça amène comme des vraies questions pour beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vrai que je l'ai amené sous le prisme des risques, mais il y a peut-être aussi des opportunités à venir et donc des secteurs sur lesquels qu'on a envie de privilégier en se disant, tiens, là, pour le coup, ça peut bénéficier de cette vague intelligence artificielle. Clément, peut-être. Oui, moi, une fois encore, les secteurs où il y a de la donnée peu exploitée sont faits pour l'intelligence artificielle.
Ensuite, je pense qu'il y a des visions sectorielles. On a eu énormément de bruit autour du software et du SaaS. Moi, je suis plutôt plus optimiste que tout ce qu'on a pu lire. Je pense que ce qu'on regarde dans les due diligence, évidemment, dans quel secteur est la participation et quel est son degré d'exposition à l'IA, mais surtout, quel est le niveau de maturité de l'entreprise, le niveau de motivation du dirigeant sur ces sujets-là. D'accord. Oui. Parce que finalement, dans tous les secteurs, l'IA, ça peut être la pire des choses et la meilleure chose. Et ça va être la meilleure chose pour ceux qui peuvent s'en saisir et qui vont l'utiliser. Et donc pour ça, la question c'est, est-ce que l'opportunité que je regarde, est-ce qu'elle fait partie des gens qui vont plutôt tirer parti de l'IA, ou est-ce qu'elle fait partie de ceux qui vont être en retard et se faire manger par ceux qui tirent parti pour le coup de l'IA. Donc la question je pense que c'est plus une question de AI readiness, enfin de niveau de préparation pour parler français au changement de l'IA qui est important, que purement de dire dans tel secteur je ne veux pas y toucher parce que il va dire non, je ne pense pas qu'il y ait des secteurs qui aillent disparaître, quoi. Guillaume, avec tout le temps que prend le sujet intelligence artificielle, est-ce qu'il y a d'autres transformations que les dirigeants ont besoin de mener aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement au-delà du sujet intelligence artificielle? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a effectivement des sujets fonctionnels. Et donc on a parlé de la partie IA, il y a la partie RSE qui reste toujours là, il y a la partie financière, transformation financière. Et après, il y a des sujets qui dépassent un peu les fonctions. Il y a le sujet de l'organisation, on en a parlé, et de l'humain en général. Je pense qu'il est, à l'heure de l'IA, encore plus clé. D'accord. Le fait d'avoir les bonnes personnes, la bonne organisation, la bonne capacité à former et à faire progresser les personnes dans l'organisation, c'est un sujet, c'est pour moi le sujet numéro 1. Ouais. L'accompagnement des équipes, finalement. Mais en lien quand même avec ce sujet IA, mais plutôt comment est-ce que je structure mon entreprise face à ce nouveau monde économique, quoi. Oui, exactement. C'est structurer l'entreprise dans le nouveau monde dans lequel on est, le nouveau monde économique et technologique, mais également pour préparer l'entreprise à la phase de transformation dans laquelle on est. C'est vrai que typiquement, quand je regarde nos organisations, c'est vrai qu'on a souvent un dirigeant ou une équipe de direction resserrée qui est assez forte. Le niveau de management juste en dessous, L-1, lui a souvent été moins investi, moins développé, on a passé moins de temps à le structurer, et il est souvent moins structuré pour la phase d'après. Et donc ça, cet enjeu, on va dire, RH de structuration des niveaux du dessous et de recrutement des bonnes personnes, d'apport des bonnes expertises, il est effectivement très clé sur le sujet IA, mais il est clé en fait sur toutes les fonctions de l'entreprise. Clément, donc intelligence artificielle, structuration des équipes, est-ce qu'il y a d'autres grands chantiers que tu vois régulièrement dans tes participations? Peut-être consolidation, enfin intégration post-acquisition. Le private equity aime beaucoup les build-up, donc racheter des concurrents pour en tirer des synergies. Donc étape numéro 1, racheter. Étape numéro 2, faire se réaliser les synergies. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est un travail sur lequel les équipes operating ont un grand rôle à jouer. Et peut-être dans cette grande catégorie-là, il y a une sous-question internationalisation qui est particulièrement cruciale, particulièrement compliquée. Quand on a une thèse qui est d'amener à l'international un champion français, il y a quelques questions qui se posent systématiquement. Comment est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais en organique ou est-ce que j'y vais en rachetant un concurrent dans un nouveau pays? Et puis alors une fois que j'ai créé mon organisation dans ce pays-là, qu'est-ce que je mets en commun? Qu'est-ce que je laisse en local? Comment est-ce que je gère à la bonne distance mes BU internationales? C'est des questions qu'on retrouve souvent dans beaucoup de nos participations. Et ça, aller à l'international, c'est un chantier aussi conséquent que de se poser la question de savoir si on doit adapter son activité au sujet d'intelligence artificielle. Ouais. Non, c'est un gros sujet quand même pour un dirigeant d'entreprise. Ah non, c'est un énorme sujet. Et là encore, comme pour l'IA, c'est un sujet qui, j'ai envie de dire, pour un champion français qui part à l'étranger, qui va en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, n'importe où, c'est une première fois, c'est stressant, il y a plein de pièges. Les operating partners, quelque part, ils l'ont déjà fait. Ouais. Ils ont déjà accompagné d'autres participations. Donc ils peuvent guider
ces participations sur comment ça se passe, et une fois encore, comment est-ce qu'on crée ce lien entre la maison mère et les filiales à l'étranger, système d'information, qu'est-ce qu'on centralise et qu'est-ce qu'on laisse en local, responsabilité des gens, est-ce que les produits et les services sont exactement les mêmes ou pas, comment est le delivery, il y a 1000 questions sur lesquelles, qui sont des premières pour un dirigeant qui part à l'étranger, et qui, normalement, sont pas des premières pour un fonds et pour l'équipe Operating Partner. Si je comprends bien, Guillaume, l'Operating Partner peut rassurer aussi le dirigeant, quelque part, sur des questionnements qu'il peut avoir quand il lance des chantiers de cette ampleur-là, internationalisation, IA ou autre. Non, absolument. Je pense qu'il y a finalement un apport d'expertise sur le fond, tel que Clément le disait, et finalement très, très ancré autour des pratiques qu'on a eues au sein de nos autres entreprises du portefeuille, et également un aspect plus humain, qui est justement le fait de dire, en fait, t'inquiète pas, on est là pour t'aider, on l'a déjà fait, et ça se passera bien. Donc finalement, il y a une capacité même à prendre plus de risques sur certains, ou en tout cas explorer des chantiers que historiquement l'entreprise n'avait pas faites, parce que justement, il y a cette expérience, on va dire, collective autour de la table. Est-ce que, question très concrète, mais je suis dirigeant d'entreprise, est-ce que ça veut dire que demain, je fais appel à un fonds, je choisis un operating partner avec qui ça fit, entre guillemets. Est-ce que je lui trouve un bureau dans mon entreprise et puis je l'intègre à toutes mes décisions, il vient dans toutes les réunions avec moi et ensuite on débrief à chaque fois? Comment ça se passe? Je pense que la ligne fine sur laquelle on essaye de marcher en tant qu'operating partner, c'est à la fois rester très proche du dirigeant, pour être le plus pertinent possible et comprendre le mieux, appréhender mieux le contexte, tout en ne se substituant pas à lui. Et donc là, il y a un aspect qu'on pourrait évoquer qui s'appelle la gestion de fait, qui consisterait à prendre des décisions exécutives à la place de l'équipe de direction. Ça, c'est absolument pas notre rôle de faire ça. D'accord. On est vraiment là pour accompagner et aider. Et donc en fait, si je me retrouve, moi, à passer 100% de mon temps dans le bureau d'une de mes participations, je pense que le signal qu'on envoie vis-à-vis des employés sur qui est finalement le patron, qui prend les décisions, je pense peut être un peu brouillé. Oui. Un peu brouillé, exactement. Donc vous déplacez dans les entreprises, mais finalement de temps en temps. Enfin, sinon, l'idée c'est vous travaillez dans vos bureaux à vous. Tous les deux. C'est ça. Absolument. Oui, c'est ça. On travaille dans nos bureaux à nous, pour répondre de manière très claire. On va dans les entreprises, on essaie d'être, on reste au contact de nos dirigeants et de nos équipes de direction, mais on travaille bien évidemment de nos bureaux. Ouais, moi, j'ai pas de bureau dans aucune des participations. Je pense pas que ce soit mon rôle. Je me demande s'il n'y a pas quelques fonds, parce qu'il y a plein de façons d'organiser la couverture du portefeuille par l'équipe d'Operating Partner. Et il y a peut-être des fonds, mais c'est peut-être plus des fonds anglo-saxons qui vont avoir un operating partner dédié à une participation et qui dans ces cas-là, il va aller habiter dans la participation. Je pense que c'est pas nos modèles. Non, absolument. Et même dans le cadre de ces modèles-là, ça fait l'objet d'un contrat qui est très bien, avec un périmètre très clair sur ce que le représentant du fonds fait ou ne fait pas. D'accord. Pour bien définir les rôles et responsabilités du management versus l'actionnaire. Et alors, même si le métier se généralise, est-ce qu'il existe des fonds qui n'ont pas d'operating partner aujourd'hui? Tout à fait. Il continue d'y avoir des fonds qui fonctionnent bien par ailleurs, qui n'ont pas d'operating partner en tant que salariés et qui du coup vont accompagner les dirigeants dans un dispositif qui est un peu différent, ou bien c'est les équipes d'investissement qui portent elles-mêmes l'accompagnement opérationnel des directions, ou bien elles peuvent faire appel d'ailleurs à des formes d'accompagnement externe, donc ça peut être des freelances ou des équivalents d'operating partners externes qu'elles vont embaucher spécifiquement pour certains chantiers de transformation. Il y en a beaucoup qui existent, qui n'ont pas d'operating partner aujourd'hui, Clément? Alors je ne saurais pas te dire combien il n'y en a pas d'operating partner. Il y en a, et il y en a un nombre significatif. Moi je pense que la clé, c'est il y a tout un panel de modèles. Je trouve que c'est d'ailleurs un des points très intéressants pour private equity, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle qui fonctionne dans toutes les situations. Et quand je parle de modèle, il y a des fonds qui n'ont pas d'operating partner, des fonds qui ont beaucoup d'operating partners, des fonds qui ont des operating partners généralistes, des fonds qui ont des operating partners qui sont des experts dans leur domaine, des fonds où toutes les participations travaillent avec l'équipe operating, des fonds où les participations travaillent s'il y a besoin, s'il y a envie. Il y a vraiment tout un panel d'organisations. Et je pense que pour un dirigeant, il n'y a pas la bonne structure qui marche à tous les coups. Il y a en revanche la structure et l'équipement du fonds qui va être adapté aux besoins de l'entreprise.
Voilà, donc il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans l'absolu. Pour finir cette discussion passionnante où on aura encore beaucoup de choses à dire, mais que dire à un dirigeant d'entreprise qui s'apprête demain peut-être à travailler avec un fonds et donc avec un operating partner et qui ne l'a jamais fait jusqu'à présent? Peut-être Guillaume et ensuite Clément. Moi, je dirais au moins 2 choses. Enfin, si c'est pendant un processus, je dirais vraiment rencontrer l'operating partner avant le closing. Donc, intégrez-le dans le choix, on va dire, de l'équipe avec laquelle vous voulez travailler. Et le deuxième, c'est... Ça peut sembler un peu naïf, mais n'hésitez pas à être honnête sur les priorités, sur les difficultés ou sur les sujets sur lesquels vous avez besoin d'aide, puisque finalement c'est la façon de le rendre le plus utile possible dans le contexte du dirigeant. Clément, même question. Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Guillaume. Moi, ce que je dirais, c'est on ne décide pas d'ouvrir son capital à un fonds pour les beaux yeux des operating partners. En revanche, quand on a décidé d'ouvrir son capital à un fonds, choisir un fonds qui peut apporter du soutien opérationnel et intégrer dans ses critères de choix le fait de se dire est-ce que je pense que l'équipe operating va apporter quelque chose, ça je pense que c'est la bonne chose à faire. Et effectivement, pas hésiter à s'ouvrir aux questions qu'on a. Et finalement, l'operating partner, c'est une ressource qu'on essaye de faire la plus qualitative possible à disposition du management. Et moi, ce que je leur dis, c'est allez-y, n'hésitez pas. Vous avez un droit de tirage, utilisez-nous, quoi. Utilisez-nous, effectivement. Et puis, tout le monde est dans le même bateau, si je comprends bien, que ce soit salarié, dirigeant, operating partner. Tout le monde a intérêt à ce que l'entreprise aille dans la même direction. Tout à fait. Ah oui, il faut que ça marche. Si ça marche pour tout le monde. Et si ça marche pas, ça marche pour personne. Merci Guillaume, merci Clément. Je rappelle que vous êtes coprésident du club des operating partners de France Invest. On a mentionné l'événement, c'est l'Operating Partner Summit le 7 juillet prochain. Où ça ? À l'Hôtel des Arts et Métiers. À l'Hôtel des Arts et Métiers, où on retrouvera de nombreux operating partners qui du coup pourront échanger sur leur sujet. Clément, je dis que c'est un événement qui est ouvert, donc l'après-midi est ouvert à littéralement qui veut, donc tous les gens qui ont un intérêt dans ce modèle-là, que ce soit des investisseurs, que ce soit des fonds qui n'ont pas encore d'operating partner, que ce soit des fonds d'operating partner, que ce soit des dirigeants, des opérationnels, des personnes qui se demandent si c'est pas ça la prochaine étape de leur carrière. L'après-midi est ouverte, c'est l'occasion de rencontrer des operating partners et de discuter de ce sujet passionnant. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le métier d'operating partner ou échanger avec des operating partners, n'hésitez pas. Merci à tous les deux. Merci à celles et ceux qui ont suivi ce podcast également. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du podcast de France Invest. Merci beaucoup. Merci.